Yolana et Maïva. Aujourd'hui, on va reprendre la base, comme disent mes étudiants à Tahiti, enfin disaient mes étudiants à Tahiti. On va parler de la base, le chamanisme. Et qu'est-ce que c'est le chamanisme pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment envisager sa pratique de chaman? Sachant qu'en fait, le message qui est descendu ce matin, c'était Stéphanov, chamanisme, jumeaux. Voilà, je vous donne les mots-clés. Stéphanov, c'est quelqu'un que je connais en tant que, on va dire, communicante et personne qui a étudié le chamanisme de manière intellectuelle après l'avoir vécu de manière transationnelle. Oui. Et donc, je vais parler de lui, mais je vais parler des autres auteurs qui m'ont permis, moi, de mettre des mots sur cette expérience du chamanisme. Allez, à très vite. On commence par le sérieux du sérieux du sérieux. Le chamanisme, on l'entend en langage des oiseaux. Il y a déjà le chat. Le chat, ben, c'est le chat, quoi. J'en ai un à la maison. C'est Dieu sur terre. Elle, c'est une minette. C'est l'impératrice, la reine, la princesse. Et en fait, je trouve que le symbolisme du chat et ce que nous enseigne le chat, c'est déjà on a confiance en l'univers parce que les croquettes, elles sont fournies par l'univers, même si l'univers, ça s'appelle la maman ou le papa qui fournit logement, et croquettes et câlins gratuits. Quand j'ai eu mon premier chat, il s'appelait Sérapis, il est décédé d'une malformation de cœur. J'ai écrit un petit livret sur le coaching de Sérapis et c'était vraiment cette notion de toutes les façons, l'univers, il m'apporte les croquettes et l'abondance. Donc être chaman, c'est avoir déjà conscience que l'abondance, elle vient dans un flot naturel. Il suffit d'avoir confiance. L'autre, bien sûr, vibration qu'on entend quand on dit chaman, eh bien c'est man. Man, hey Jude, parle-moi vrai, parle-moi peu. Man, c'est l'homme en anglais, donc l'être humain, même si on pourrait dire happy woman, superwoman, parlons plutôt des women, woman show. Man, c'est man, M-A-N-N-E. C'est la manne, qui est donc un esprit biblique, un concept biblique, la félicité, la bénédiction biblique, aussi le fait que Dieu va pourvoir au bien de la communauté. Et ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que dans manne, façon M-A-N-E, enfin 2 N-E, je vais y arriver, on parle en fait aussi du mana, qui est au centre de ce que j'ai appris moi sur le chamanisme. Allez, on va parler de mana. Le mana est un mot vraiment institution. Je l'ai appris depuis Tahiti. Je le connaissais bien sûr en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formé par l'université française et qui a abordé les travaux notamment des ethnologues, des anthropologues, des sociologues. Donc pour moi, j'en avais entendu parler à travers Lévi-Strauss que j'aime beaucoup et Marcel Mauss. J'ai connu Marcel Mauss par le biais de Lévi-Strauss qui avait fait son fameux commentaire, sa préface de l'ouvrage de Marcel Mauss et qu'il parlait du mana comme du machin. Le machin qui est quelque chose donc d'indéfinissable, un mot inclassable que l'on peut mettre finalement un petit peu à toutes les sauces. Et Lévi-Strauss est quand même un très très grand anthropologue. C'est pas qu'il se moquait, mais il observait aussi la capacité de ce mot à être un mot valise. Alors forcément, si on dit que le mana c'est un mot valise, ça va un peu crisper quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui sont observés, les peuples premiers, les peuples ancestraux, les peuples qui n'ont pas connu le contact, les peuples d'avant-contact à Tahiti. Alors je ne sais plus s'il était sociologue, historien, Jean-Claude Territo-Rey, qui a écrit une magnifique thèse sur la navigation polynésienne. Il parlait de cette notion de avant-contact. Bruno Sora, qui est aussi un anthropologue, alors d'origine française, mais qui est tellement polynésien qu'il parle tahitien, mieux que certains polynésiens, qui a fait notamment beaucoup de travaux sur Wainé, parle lui aussi de la société d'avant-contact. Et en fait, la société d'avant-contact, c'est quoi la société d'avant-contact? C'est les indigènes, les gens qui vivent en pagne, qui se nourrissent de poissons et qui ont l'air pas civilisés. Mais en fait, c'est juste le regard du colonisateur qui débarque de son bateau après avoir vécu quand même en mer et un petit peu tout oublié de la civilisation qui se dit mais c'est quoi ces gens? Donc il y a un biais.
Le mana, si on le regarde sans justement le regard occidental de l'anthropologue, du sociologue, c'est une pratique religieuse, c'est une pratique païenne, c'est une croyance, c'est une reconnaissance spirituelle. C'est une reconnaissance spirituelle qu'on voit dans toutes les traditions de tout le monde entier. On parle du mana partout. C'est juste qu'il change de nom et qu'il est indéfinissable. Donc c'est pour ça que c'est un mot machin. Comme dit Régis Debray, qui parle du mana dans un de ses articles, il dit c'est un mot caca. C'est-à-dire que c'est un mot qui va permettre, comme il est à multi-entrée, une facilité à faire de l'amalgame et de la manipulation par la pensée. Parce que Debray s'intéresse vraiment à ça, Régis Debray. C'est important de dire que quand on regarde le mana, en fait, on parle d'un principe universel, d'un principe qui relie les énergies invisibles. Et c'est vraiment un point très important pour comprendre ce que c'est le mot chaman, c'est vraiment de comprendre, j'aime bien, je répète souvent important et comprendre, j'ai appris à m'écouter pour me faire moi-même du média training, de média streaming aussi. Ce qui est beau dans l'approche, si on dit chaman, il y a le mot mana à l'intérieur et le mot mana nous parle d'un principe universel, c'est que c'est un principe qui appartient au monde entier. Et le mot mana est vraiment un mot qui est dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on le trouve dans énormément de langues. La première langue, qui est une des langues les plus anciennes au monde, qui utilise le mot mana et qui a écrit sur le mot mana et le principe du manu, donc le principe de l'élévation spirituelle, c'est en Inde, et c'est les lois du Manu, un texte qui a des milliers d'années, mais surtout qui est issu d'une tradition orale. Donc le mana nous parle d'un principe universel. Le chaman, c'est l'empereur, l'impératrice, qui canalise le principe universel. Bien sûr, présenter le chaman, peut-être j'ignore si c'est décalé, si c'est avec humour, ou si c'est intellectuel, puisque j'ai quand même balancé Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Régis Debray, je n'ai même pas parlé de Roland Barthes, qui parle, lui aussi, j'aime beaucoup Roland Barthes, si vous avez écouté ma capsule sur la nouvelle lune, qui parle lui aussi du mana comme d'un mot valise. Donc finalement, dans les sciences de l'information et de la communication, c'est un mot qui nous a touchés. Il faut dire que c'est un mot qui, dans le 19e et 20e siècle, a été au centre d'énormément d'études des sociologues, des anthropologues, des historiens, qui étaient dans l'analyse de ce qui se passait depuis la rencontre entre les peuples et la rencontre entre les civilisations et leur manière de vivre leur spiritualité. Donc le mot mana et le mot chaman sont des mots qui sont, j'ai envie de dire chargés, mais en fait qui sont riches de signification, de sens et d'essence. Maintenant, je vais recentrer sur qu'est-ce que c'est véritablement le mot chaman. Alors, il y a plein d'anthropologues, d'ethnologues contemporains qui étudient et qui ont publié sur le mot chaman. J'ai découvert récemment, grâce à la chaîne de Fabrice Midal, les travaux de Sébastien Bod qui est ethnologue, qui a fait sa thèse et ses travaux sur des tribus au Pérou, si j'ai bien compris. Désolée si je me trompe. Et qui nous parle lui aussi de la racine du mot chaman, qui est donc une racine tongouse, une racine venue de Sibérie, de Mongolie, pour faire un petit peu la carte du monde et d'où ça vient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de chamanisme, quand même, il y a un espèce de regard très fort sur deux régions de la société, de notre monde. C'est la Mongolie, en gros, le chamanisme, ça vient de Mongolie, et c'est l'Amérique du Sud, comme si ces pratiques étaient réservées, parce qu'en fait, c'est les mots qu'on utilise ou qu'on attribue à ces sociétés-là. Évidemment, si on ouvre son regard et qu'on se détache du mot tongouse et de l'origine chamanique qui serait la Mongolie, on va voir donc sud-américain énormément de pratiques chamaniques avec différents noms qui vont être donnés aux chamans. Newen. Alors je ne sais plus comment s'appelle le chercheur qui a parlé beaucoup du Newen, ça m'agace de ne pas le retrouver. Mais il y a aussi des scolaires qui en parlent, je ne pense pas que ce soit des scolaires. Bon, c'est pas grave, comme d'habitude, je viens comme je suis. Mais c'est quelqu'un qui a fait une thèse sur le Newen et sur cette idée de le principe. Ça m'agace de ne pas retrouver, donc je pense que je vais couper et je vais aller chercher. Mais avant de couper et de chercher, c'est vraiment de comprendre qu'on parle d'un individu qui canalise les énergies invisibles. Et ailleurs, ça s'appelle un gourou. Et oui, un marabout.
Et en fait, version religieuse, c'est aussi un prêtre. C'est un responsable religieux qui donne des messages à la communauté, le chaman. Alors, j'ai été regarder, donc il y a bien Philippe Descola, mais il y a aussi Michel Perrin, que j'avais oublié, qui est un petit peu un héritier. Il a collaboré avec Lévi-Strauss, et lui aussi, il a, entre guillemets, contribué sur qu'est-ce que c'est la cosmogonie, qu'est-ce que c'est le primitif, qu'est-ce que c'est le rapport à l'invisible. Bref, maintenant qu'on a fait l'aspect intellectuel, ce qui est important pour moi, c'est de parler d'un monsieur qui est la base, si je reviens sur la base, et ce monsieur, il s'appelle Mircea Eliade. Alors Mircea Eliade, c'est un chercheur, un philosophe, mais c'est aussi un ethnologue des mythes, quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur l'image, l'imaginaire et le mythe. Donc pareil, depuis la science de l'information et communication d'où je viens, c'est vraiment un auteur que l'on étudie quand on s'intéresse aux notions de l'imaginaire, l'image, le stéréotype, ce qui est mon cas, puisque ma thèse était vraiment sur la construction d'un imaginaire, la construction d'un stéréotype, d'un archétype dans l'inconscient collectif et surtout le monde de l'information collective. J'ai étudié en fait la femme qui porte l'eau et comment c'est un imaginaire qui nous renvoie en fait à la cause de la femme, au féminisme et à la libération de la femme. Et quand j'ai lu Mircea Eliade pour mes travaux, on va dire, de doctorant à l'époque, j'ai été vraiment marquée par son approche sur qu'est-ce que c'est le mythe et qu'est-ce que c'est finalement la construction d'un inconscient collectif. Je l'ai redécouvert avec le chamanisme. Quand je me suis, on va dire, réveillée ou ouvert véritablement à mes capacités alors de personne connectée, de médium, de traducteur de l'invisible, de transmetteuse, de passeuse, étant quelqu'un de rationnel, étant quelqu'un qui a fait une thèse, étant quelqu'un qui vient, on va dire, de l'Occident, j'avais vraiment besoin d'asseoir ce que je vivais par des sources et des ressources, surtout bibliographiques. Alors au début, bien sûr, mon initiation qui a été faite par des chamans visibles et invisibles, surtout polynésiens, donc de Tahiti, Nouvelle-Zélande, Hawaï et île de Pâques essentiellement, un petit peu Calédonie, un peu Chili et un peu Australie, et aussi beaucoup Papouasie et Indonésie. On me dit mais n'oublie pas, et oui, j'oublie pas non plus aussi Tonga et Fidji et île Cook. Voilà, bon, bref, un petit peu tout le triangle. Alors j'ai pas du tout été, par exemple, ça a été après avec le lien avec les Vanuatu, c'est arrivé bien après. Et les îles Marshall, c'est important visiblement de le dire. Je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est j'ai eu besoin, après avoir fait l'étape, on va dire, d'expérience par le corps, par les ressentis, par l'observation, qui en fait qu'on ne lit pas. Enfin, moi, je n'ai quasiment pas lu pendant 1 an et demi. Étant quelqu'un qui adore lire et qui adore lire des articles scientifiques, écouter des personnes qui vont nourrir mon esprit et notre connaissance par leur propre expertise, parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont observé, ça a été assez intéressant de vivre ce détachement. Et quand j'ai pu, et je me suis sentie surtout apte à pouvoir re-rentrer dans mon esprit, parce que la difficulté pour moi, quand on devient chaman, qu'on est déjà très chargé en connaissances par l'esprit, par le mental, par la connaissance scientifique, on a besoin de re-rentrer dans le corps. Donc pour re-rentrer dans le corps, c'est re-rentrer dans son intuition, re-rentrer dans son sens, ses essences, son essence. Et ça, c'est le ressenti. Pour moi, j'avais vraiment besoin de débrancher le mental. Et aujourd'hui, moi qui suis dans la posture d'initier et de guider des chamans, enfin des personnes qui souhaitent s'orienter vers le chamanisme pour en faire ce qu'elles souhaitent en faire, parce que le chamanisme reste une pratique aujourd'hui devenue accessible, devenue, j'aurais envie de dire vulgaire, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie de l'esprit commun et qui rentre dans les pratiques des uns et des autres comme une forme de reconnaissance qu'il existe un principe invisible autour de nous. Et quand on guide les personnes pour justement cheminer en tant que chaman, un des premiers exercices qu'on fait faire à tout initié en tant que guide, maître guide, c'est de les faire rentrer dans le silence, re-rentrer dans le corps et faire expérimenter par le ressenti. Mais après ça, on a besoin et on peut utiliser l'outil de la connaissance, et cette fois-ci, c'est la bibliothèque akashique, c'est de retrouver les livres, retrouver des personnes qui ont soit vécu le chamanisme, donc lire par exemple des biographies, écouter des chamans
voilà, qui témoignent, et il y en a, à aller à des festivals de chamans, rencontrer des chamans, à aller sur place rencontrer des chamans. Ça, c'est une manière d'obtenir de la connaissance. Mais une autre manière, c'est de lire des articles scientifiques, de lire des livres, de s'informer pour comprendre ce que chacun met comme mot sur le chamanisme. Et moi, bonne universitaire de base, on revient toujours à la base, à l'origine. Le premier réflexe, c'est l'étymologie, mais c'est surtout quel est le premier vraiment auteur qui a eu une vision, on va dire, assez à 360 degrés du chamanisme, et c'est là que je découvre que c'est Mircea Eliade. C'est simple, Mircea Eliade, il publie un bouquin, je vais dire, je l'ai devant moi, il est disponible gratuitement sur Internet, donc je mettrai en lien. Il le publie en 1950, ce livre, et ça s'appelle « Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase ». Donc on parle d'extase à l'époque. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de transe, état modifié de conscience, forme d'hypnose, forme de modification de l'esprit, plasticité cérébrale, enfin voilà, tout ça, ça va dans le même sens. Et en fait, il fait véritablement un panorama des pratiques du chaman. Donc, il va parler des rites, des rituels, oui, c'est la même chose, merci Céline, j'adore, des rêves, du rapport aux ancêtres, du rapport à la nature, mais surtout, il va faire tout ce que tout bon, je dirais, sociologue, ethnologue, mythologue ou philosophe, en tout cas personne, il va revenir à l'étymologie. Et ce qui, moi, m'a énormément éclairé dans son travail, c'est qu'il nous parle de l'étymologie la plus connue, donc cette étymologie Tangouz, Yaman, qui vient donc de l'Asie, donc de la Sibérie, donc de la Mongolie, donc de cette région montagneuse et en même temps de steppe, tout en disant que ça a été un choix d'exclure la racine sanskrit. Et la racine sanskrit qui nous ramène à Manu, Mana. Et ce qui, moi, m'a beaucoup aidé à ce moment-là de ma quête, c'est de revoir un monsieur qui est formidable, qui s'appelle Edgar Tetiaotupa, qui est anthropologue d'origine marquisienne, et qui m'a dit, pour moi, si on parle de chamanisme, si on parle de mana, on va aller remonter à cette racine sanskrit. Ce qui me permet de dire que l'essentiel du premier message que je vais vous faire partager sur c'est quoi le chamanisme en quelques secondes, eh bien c'est un principe universel qui a des traditions, qui a des écrits, qui a des références partout dans le monde entier, qui est pratiqué dans le monde entier et qui est porté par un mot aussi simple et aussi vibrant et vibrateur et vibratoire que le mot Cha et mana. Mana mana, mana mana, shamana mana, shamana mana. Ça y est, c'est reparti sur l'humour au moment où je voulais être sérieuse. Merci les guides. Le chaman, il est partout. Il est universel, il est en nous. Maintenant, on va revenir un petit peu sur c'est quoi les différences de chamanisme qu'il y a dans le monde. Et je vais venir finalement sur la vision que j'ai eue ce matin, où quand je me suis connectée en me disant de quoi on parle aujourd'hui, parce que finalement mes vidéos, je les fais en ce moment un petit peu en flux tendu, du fait de ma situation. Si vous me suivez, vous savez que je viens de terminer mon déménagement. Et quand les guides m'ont dit juste Stéphanov, donc Charles Stéphanov, et jumeaux, je me suis dit, oui, Stéphanov, c'est un anthropologue français qui est connu, qui a beaucoup écrit, qui a notamment aidé Corinne Sambrin et qui a accompagné Corinne Sambrin dans son travail, notamment sur la production de son film sur le chamanisme en Mongolie et son expérience, elle, avec des chamans mongols, qui s'appelle un film « Un monde plus grand ». Allez, on va revenir un petit peu sur Charles. Alors, Charles Stéphanov, je le dis mal, je crois. C'est vraiment quelqu'un qui a fait de l'expérience lui-même. Il a fait sa thèse sur les différentes représentations des chamans dans les documentaires et dans les films, pour notamment pointer l'aspect, on va dire, folklorique, l'aspect culturel que l'on a dans la manière de représenter l'imaginaire du chaman, notamment en Europe. Il a fait des enquêtes de terrain, bien sûr, avec une approche ethnographique qui permet de traduire et de décrire ce qu'on appelle des traditions autochtones, aborigènes, originelles. Enfin voilà, moi, c'est des termes qui, pareil, m'interrogent beaucoup. Et
Pour moi, Stephanov, je sais, je le dis pas bien, pardon, je me fais gronder, c'est vraiment voyager dans l'invisible. C'est-à-dire que la première fois que j'entends parler de lui, c'est à travers son ouvrage qui s'appelle Voyager dans l'invisible. Pourquoi voyager dans l'invisible, pour moi, est résonnant quand on parle de chamanisme, surtout que lui, il parle de technique de chamanisme, c'est tout simplement cette idée que on part par l'esprit, par la connexion, par une connexion qui nous dépasse. C'est pas juste imaginer, rêvasser, faire des projections, en fait, le chamanisme. C'est sentir une connexion dans ces neurones qui nous dépasse, qui nous submerge, qui prend d'une certaine manière une forme de contrôle sur notre pensée et qui va nous envoyer des informations très vives, très claires et très décorrélées de notre propre mental, de notre propre ego. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et ça, c'est un voyage dans l'invisible. C'est pour ça que je trouvais que le terme était très éclairant de la part de Stephanov. C'est que vraiment, on part ailleurs, on va ailleurs. Et c'est cette puissance invisible qui nous permet d'aller ailleurs. Maintenant, sans rentrer dans le bouquin lui-même, qui est vraiment, pareil, une très belle discrétion. Ah oui, c'est beau de parler de ce livre comme une discrétion, une manière discrète, une manière humble, une manière immersive, en fait, de rentrer dans les capacités cognitives des chamans, ce que nous amène à penser Stephanov quand il parle de de tout cet héritage, de toute cette observation qu'il a vécue, c'est cette capacité à rentrer dans un monde cognitif, donc dans notre tête, enfin, comment les chamans rentrent dans leur tête, mais au sens leur puissance cognitive, pas leur ego, pas leur pensée, pas leur rationalité, non, c'est vraiment les capacités à l'intérieur de notre cerveau qui vont faire des connexions et qui vont permettre de traduire des messages. Il avait publié, enfin c'est pas lui qui avait publié, mais avait été publié sur lui un très bel article. Pareil, j'essaierai de vous le retrouver, parce que là je vous le dis de mémoire. Et il expliquait que finalement, les sociétés où on voyait véritablement une recrudescence ou une acceptation des chamans, c'était vraiment les sociétés où on acceptait d'utiliser les symboles, les signes, les images, les capacités d'imagination, donc les capacités à se projeter pour pouvoir faire naître en fait les chamans. Donc c'est vraiment une capacité à analyser les symboles, à comprendre des connaissances, à faire des liens pour pouvoir développer ses compétences internes et aller plus loin. Ce qui est un message très fort sur le chamanisme, et ça je vais vraiment insister là-dessus. Pour être chaman, c'est important de se documenter. Pour être chaman, c'est important d'avoir des connaissances, des signes, des symboles, des mots. C'est pas juste se connecter et croire qu'on se connecte en fait. C'est aussi créer des liens pour enrichir les énergies de nos neurones. Un bon exemple pour moi qui va nous éloigner de la Mongolie, c'est la pratique aborigène donc d'Australie, qu'on appelle le dreaming, le temps du rêve, et qui est Alors Descola en parle dans son bouquin dans les formes du visible et de l'invisible, et il parle en fait de la capacité des images à être sous 4 formes de représentation. Et en fait, la forme de représentation aborigène, c'est la plus symbolique, c'est la plus hermétique de toutes. Je vous invite à regarder, si vous ne connaissez pas la peinture aborigène, comment elle est faite. Mais en fait, c'est souvent des points, je vais le faire simple, hein, des points qui font des cercles, qui font des formes, et qui, à l'œil nu, vont nous donner l'impression d'aucune forme de représentation. On n'a pas l'impression de voir, par exemple, une chaise, un fleuve, un Monet qui peint ses nénuphars. On voit des formes, on ne voit pas quelque chose qui vient de la nature. Cela veut dire que la représentation figurative qui nous pousse en fait à reproduire la nature n'est peut-être pas aussi puissante que la figure non figurative. C'est-à-dire que la figure non figurative, les points, la figure du totem par exemple, donc le totem c'est une forme intermédiaire, parce que si vous connaissez les totems c'est par exemple un totem ancien, ça va être une tige, non, une barre. Totem, quoi. Un truc vertical. Voilà, merci, un truc vertical. Avec des yeux, avec des ailes, avec des triangles. Voilà, un totem classique. Merci. Bon, un mois et de l'huile de Pâques aussi, tant qu'à faire. Voilà, un tiki chez les Polynésiens. Oh mon Dieu, c'est beau, ça part en vrille.
déjà on voit une forme de représentation de l'animal ou de l'humain. Donc là, on commence à aller dans le figuratif. Donc on suggère beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est de dire que le chamanisme, c'est aussi la capacité à interpréter ce qui n'est pas figuré, ce qui n'est pas évident. Donc, par exemple, quand on a le débarquement de Picasso, de Pollock, de l'art moderne, où on est dans de la suggestion, où on est dans de l'imagination, et ben on recrée du chamanisme dans nos sociétés occidentales. Parce que l'on recrée du signe, du signifiant, du signifié, on recrée en fait de l'image sans donner une grille d'analyse que l'on va chercher dans notre monde réel. On va recréer en fait une capacité de projeter dans notre société. Une autre grande capacité aujourd'hui qui existe et qui en fait reprojette les capacités pour moi de chaman, et ben c'est les jeux vidéo, tout simplement. C'est dingue que je dise ça. Mon Dieu, que m'arrive-t-il? Un jeu vidéo qui est très intéressant à rappeler, et pareil, je l'ai étudié parce qu'en bonne intellectuelle, j'avais besoin un petit peu de voir ce que ça donnait. C'est le jeu qui a eu beaucoup de succès dans les années 90-2000, qui s'appelle Les Enfants du Mana, L'Épée du Mana, Le Secret du Mana. Il y a toute une série, j'ai écrit un article dessus, donc je ne sais plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 13 et 17 versions. Là. Ça vient du Japon, donc c'est l'univers de l'épée japonaise, dont je n'ai pas le nom, mais c'est pas grave. Chez nous, en France, c'est traduit par Excalibur. Et en fait, les points de mana, ça vient de Dungeons and Dragons, donc un des premiers jeux vidéo qui nous parle de accumuler de la force, d'accumuler des points de mana, donc des éléments de force vitale qui vont tout simplement définir une mastodonte de la manière de jouer aux jeux vidéo. C'est aussi simple que ça.